J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Régis Juanico pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je veux tout d'abord commencer par rassurer notre collègue rapporteur, Christian Kert. Ce qui motive la motion de rejet préalable que j'ai l'honneur de défendre au nom du groupe socialiste radical et citoyen devant vous ce soir, ce ne sont pas les raisons qui l'ont amené, avec ses collègues Richard Mallier et Renaud Muselier, à déposer une proposition de loi sur les conditions d'organisation et de sécurité des accueils collectifs de mineurs, mais bien les dispositions introduites en cours d'examen de ce texte et qui concernent l'aménagement du contrat d'engagement éducatif. Pour nous, il est clair que ces nouvelles dispositions, qui s'inscrivent dans la continuité d'un statut dérogatoire du Code du travail, ne sécurisent en rien l'organisation des séjours de vacances. Au contraire, elles représentent un certain danger et une menace pour la pérennité des colonies et centres de vacances à l'avenir. Au départ, comme l'a rappelé à l'instant Christian Kert, ce qui justifie le dépôt de la proposition de loi que nous examinons ce soir, ce sont les enseignements à tirer pour l'organisation et la sécurité des séjours de vacances organisés à l'étranger, suite à un fait divers tragique survenu en août 2009, où deux jeunes filles de 17 ans, parties aux États-Unis avec une vingtaine de jeunes, ont trouvé la mort lors d'un accident de la circulation. Le texte a lui-même évolué sous l'impulsion du rapporteur. Dans la proposition de loi initiale, il s'agissait d'instaurer un régime d'agrément préalable à tout séjour organisé à l'étranger, en lieu et place d'une simple déclaration préalable. À travers plusieurs amendements adoptés en commission, le texte a été largement modifié et il le sera encore ce soir vraisemblablement. Ce texte crée un régime d'agrément spécifique et global pour les structures en charge de l'organisation de séjours à l'étranger. Il instaure une obligation d'information renforcée préalable pour chaque séjour à l'étranger. Il donne à l'autorité administrative la possibilité de retrait d'un agrément après enquête. Le texte étend enfin à tous les accueils collectifs de mineurs le signalement d'incidents graves dans le cadre de séjours à l'étranger ou non. Ces nouvelles obligations créées par la loi sont assorties en cas de non-respect de sanctions pénales. Nous discutons au final d'une proposition de loi sur les conditions d'organisation et de sécurité des accueils collectifs de mineurs hors domicile parental. Ces évolutions vont plutôt dans le bon sens. Nous avons eu l'occasion de le dire en commission. À partir du moment où l'on s'interroge sur les conditions de sécurité des camps itinérants à l'étranger, il faut également le faire pour tous les séjours sur le territoire national, à l'occasion desquels les animateurs sont amenés à conduire des véhicules. Nous ne sommes donc pas opposés aux mesures de renforcement des contrôles et de l'encadrement qui nous sont proposées par le rapporteur et qui sont susceptibles d'améliorer la sécurité des séjours. Par contre, Madame la Ministre, nous avons de sérieux doutes sur leur mise en œuvre et leur effectivité dans la pratique, dès lors qu'il s'agira d'appliquer la loi. Car qui dit renforcement des contrôles, dit renforcement des moyens humains pour réaliser ces contrôles. Avec la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, les directions de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale ont de plus en plus de mal à remplir leurs missions de contrôle pour lesquelles elles ont compétence. Certaines d'entre elles avouent que, faute de moyens humains, elles en sont réduites à gérer
les seules situations d'urgence. Nous pouvons tous constater ici la diminution des contrôles par les services déconcentrés de l'État d'une année sur l'autre. Le nombre de contrôles dans les centres de vacances était de 4 707 en 2009 et de seulement 4 000 en 2010, soit une baisse de 15%, alors que le nombre de séjours organisés progressait dans le même temps de 7%. Pour les accueils de loisirs sans hébergement, la baisse du nombre des contrôles atteint 10% sur la même période. Nous évoquons, à l'occasion de l'examen de ce texte, la sécurité des centres de vacances. Mais nous pouvons tous ici regretter le fait que, dans les budgets successifs, les crédits de l'État prévus pour la rénovation des centres de vacances et de loisirs soient en forte diminution. Ils représentaient 5,5 millions d'euros en 2007, ils s'établissaient à 1,8 million d'euros dès 2008, et ils ne représentent plus qu'en 2012 que 800 000 euros au plan national. Nous avons donc de sérieux doutes sur les moyens humains et financiers qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement des missions supplémentaires de contrôle prévues par le texte de Christian Kert. Le fait que le ministère ait souhaité modifier dans le texte initial du rapporteur la mention « commission compétente en matière de jeunesse et sport » par celle de « service compétent » ou préciser que la commission consultative chargée d'émettre un avis auprès de l'autorité administrative soit une instance régionale et non plus départementale n'est pas non plus pour nous rassurer. Mais les dispositions qui posent réellement problème et qui justifient nos motions de procédure, ce sont celles qui ont été introduites par l'amendement de notre collègue Pierre-Christophe Baguet sur le contrat d'engagement éducatif. Le rapporteur Christian Kert a d'ailleurs dit en commission qu'il aurait souhaité dissocier ces dispositions de sa proposition de loi pour éviter une certaine confusion. Loin d'assurer la sécurisation juridique des séjours de vacances, nous pensons que ces nouvelles dispositions peuvent les mettre en péril, même si je sais que ce n'est pas là l'intention de M. Baguet. Mais peut-être ne mesure-t-il pas aujourd'hui la portée de ces propositions et je vais un petit peu les détailler. Chaque année, il n'est pas le seul ici à avoir un BAFA ou un BAFD. Voilà. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup en politique, il y en a beaucoup, chers collègues. Chaque année, mais près de 3 millions d'enfants, d'adolescents, de personnes en situation de handicap partent en colo, mini-camp ou en séjour de vacances adaptés grâce à l'engagement éducatif de près de 200 000 jeunes qui les encadrent. La loi du 23 mai 2006 a reconnu la spécificité de l'animation volontaire occasionnelle en créant le contrat d'engagement éducatif. Celui-ci permet aux personnes qui, durant leur congé ou leur temps de loisir, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, dans la limite d'un plafond de 80 jours par an, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Comme vous le savez, le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret relatif à l'engagement éducatif. Le 2 octobre 2009, le Conseil d'État a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et sur les conditions de rémunération. Mais le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les titulaires du contrat d'engagement éducatif relèvent bien du champ d'application de la directive du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, pour la Cour, les règles relatives au repos journalier, c'est-à-dire le fait qu'un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, sont bel et bien applicables au contrat d'engagement éducatif. Le Conseil d'État,
dans sa récente décision du 10 octobre 2011, a confirmé le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, réglementant un temps de repos journalier minimum de 11 heures consécutives pour les personnels encadrant les séjours de vacances. L'avis précise que cette disposition est immédiatement applicable en l'attente de nouvelles dispositions dérogatoires qui soient compatibles avec le droit de l'Union européenne. C'est l'organisation même des séjours de vacances qui est aujourd'hui menacée par cette décision. Nous savons tous que la décision du Conseil d'État qui impose un repos compensateur, d'ailleurs en confondant travail salarié et volontariat qui relève de l'engagement citoyen, cette décision est inapplicable en l'état pour l'organisation bien spécifique des séjours de vacances. Sauf à créer, comme M. Baguet le propose, un rafistolage, une rustine juridique provisoire, mais qui ne tiendra pas, y compris devant les juridictions. Avec son amendement, M. Baguet a tenté, je le pense, de bonne foi, de trouver dans l'urgence une solution pour les prochaines vacances scolaires en instaurant un régime du repos compensateur de 11 heures par période de 24 heures, applicable aux titulaires du contrat d'engagement éducatif. Concrètement, l'amendement précise que le repos compensateur est soit supprimé, soit réduit et pris en partie pendant le séjour, soit le reste du repos compensateur est reporté à la fin du séjour. Cet amendement crée un nouveau régime dérogatoire au droit commun du travail qui aura, toutes les associations concernées le disent, pour effet une désorganisation importante des accueils collectifs de mineurs. Dans la pratique, l'application de ces règles va poser des difficultés aux organisateurs de séjours de vacances pour la gestion du planning des animateurs. Du fait du report des repos compensateurs en fin de séjour pour les titulaires du contrat d'engagement éducatif, elles les empêcheront d'enchaîner 2 séjours, ce qui sera pénalisant à la fois pour les personnels encadrants, mais aussi pour les structures. Les organismes devront recruter des animateurs et des directeurs supplémentaires, ce qui n'est pas sans poser des problèmes alors que le vivier de direction disponible est déjà limité. Il faudra également prendre en charge les coûts d'hébergement et de nourriture pour les animateurs supplémentaires. Les simulations faites par les associations le montrent. Les séjours vont coûter plus cher aux structures, de l'ordre de 14% en moyenne, jusqu'à 20% pour les camps itinérants et même entre 30 et 50% de plus pour les séjours au ski. En ce qui concerne les séjours d'adultes handicapés, les problèmes soulevés par l'application de ces règles sont quasiment insurmontables. Le surcoût pour les familles est estimé entre 5 et 7%. Autant dire que de nombreuses familles modestes n'auront pas les moyens de financer ces séjours pour leurs enfants. La mixité sociale des publics accueillis, l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous en seront affectés, alors que nous savons déjà que 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances chaque année. Les structures seront tentées de minimiser les coûts de leur séjour en diminuant la rémunération des animateurs et en les alignant sur le minimum de 25 € par jour, alors que de nombreuses structures aujourd'hui les payent entre 30 et 35 € par jour. De plus, la question de l'indemnisation du temps de repos est renvoyée aux négociations collectives, c'est-à-dire qu'elle se fera au cas par cas en fonction des organisateurs. La qualité de l'encadrement des enfants sera également dégradée, puisqu'on évoque un taux de prise en charge d'un animateur pour 12 enfants au lieu de 1 pour 8 à l'heure actuelle. Et donc cela se fera au détriment du projet éducatif et pédagogique, mais aussi de la sécurité des séjours. Je me résume. Des séjours plus chers et moins accessibles. Des personnels moins bien payés, avec un nombre de jours de travail indemnisés moins important. Un encadrement de moindre qualité avec plus d'enfants à charge. Une baisse de la fréquentation et du brassage social. Si les dispositions que vous nous proposez d'adopter ce soir dans ce texte
était adopté, c'est tout le secteur de l'animation occasionnelle qui sera fragilisé et qui sera tiré vers le bas. Dans de telles conditions, la question se pose de savoir comment vont se passer les séjours de vacances dès le mois de février 2012. Alors que la plupart des organismes ont déjà fixé et publié leurs tarifs, le risque d'en voir certains purement et simplement annuler ces séjours est bien réel. Plus largement, les centres de vacances et de loisirs offrent aux volontaires qui les encadrent un espace d'engagement, des possibilités de prise de responsabilité éducative, sociale et citoyenne. Les accueils collectifs de mineurs représentent un espace d'engagement qu'il faut préserver parce que c'est un bien précieux pour notre modèle social, aujourd'hui en manque de lien social et de solidarité. Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la Ministre, l'éducation populaire, je vous en remercie, et la mémoire de Condorcet, de Jean Massé, de Jules Ferry et aussi de Léo Lagrange, je vous en remercie également. Les accueils collectifs de mineurs portent effectivement des valeurs éducatives et permettent à des jeunes de participer, de contribuer ensemble, durant leur temps libre, à une mission éducative d'intérêt général. Ces jeunes, bien souvent, y acquièrent de nouvelles compétences pour leur vie citoyenne et professionnelle. Et donc le volontariat de l'animation, c'est un vecteur de lien social et un instrument d'éducation collective qui est tout à fait complémentaire du temps scolaire. Ces temps d'engagement permettent aux jeunes volontaires de vivre une étape dans l'accession au monde des adultes. Ils constituent un apprentissage de la relation éducative qui pourra leur être utile dans leur future responsabilité citoyenne. Pour certains d'ailleurs, cette expérience de volontariat peut déclencher un intérêt, voire une vocation pour un futur métier à caractère éducatif et social, enseignant, animateur socioculturel, éducateur ou bien assistant social. C'est pourquoi, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, en lieu et place d'un nouveau bricolage sur le contrat d'engagement éducatif, nous vous proposons, à travers l'un des amendements que nous avons déposés, la mise en place d'un véritable statut du volontariat de l'animation afin de sécuriser l'organisation des séjours collectifs et garantir leur accessibilité sur le plan financier pour tous. Cette reconnaissance de la spécificité de l'animation, portée par la plateforme associative des accueils collectifs de mineurs, s'inspire des dispositions de la loi sur le service civique que nous avons votée et de celle sur les sapeurs-pompiers volontaires que nous avons votée également tous ici sur les bancs. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de le détailler, mais ce projet de statut de volontariat offre à toute personne volontaire de plus de 16 ans l'opportunité de s'engager en faveur d'un projet collectif à finalité éducative en effectuant une mission d'intérêt général. Il le fera auprès d'une personne morale agréée en favorisant l'apprentissage des enfants à l'autonomie et à la vie collective. Ces missions d'intérêt général, nous souhaitons qu'elles s'accomplissent au sein des accueils collectifs de mineurs, dans la formation d'animateurs volontaires et dans les séjours adaptés. L'activité de volontaire de l'animation, nous la souhaitons aussi à but non lucratif. Le volontariat de l'animation est un engagement d'une durée limitée, 36 mois maximum, fractionnable tout au long de la vie. Madame la Ministre, la responsabilité du gouvernement dans la situation relativement critique dans laquelle se trouve aujourd'hui le secteur de l'animation, cette responsabilité du gouvernement, je pense qu'elle est entière. Dès le mois d'avril, nous avons été un certain nombre, avec mes collègues ici sur tous les bancs, à vous alerter sur l'urgence de légiférer pour mettre en place un nouveau cadre juridique sécurisé. Je pense que vous avez tardé à mettre en place un groupe de travail fin septembre, et aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, dans l'urgence, alors que nous disposions du temps nécessaire pour y réfléchir tous ensemble, et d'ailleurs de façon transpartisane. Nous l'avons d'ailleurs proposé avec Marie-Georges Buffet au sein de la Commission des affaires culturelles il y a quelques semaines, à l'occasion de l'examen du texte de notre collègue Christian Kert. Ce soir,
Nous avons le choix entre voter des dispositions législatives inapplicables pour le secteur de l'animation occasionnelle ou alors voter pour un texte intégrant notre proposition qui prépare l'avenir pour l'organisation des séjours de vacances. Si la réponse du gouvernement et du rapporteur, même si je note qu'en commission, par rapport aux amendements auxquels il a donné un avis défavorable, il a dit si un texte spécifique vient à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je serai prêt à vous soutenir. Donc je le note. Si la réponse du gouvernement et celle du rapporteur devait être de rejeter notre proposition, alors je demanderai à tous mes collègues de bien vouloir voter cette motion de rejet préalable. Je vous remercie. Sur cette motion de rejet préalable, pas d'intervention du rapporteur ni du gouvernement.